je suis enfin diplômée. Hello à tous, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça et là c'est bon, je suis de retour pour parler face caméra de quelque chose de très important puisque c'est bon, j'ai enfin mon diplôme Master 2 en contrôle de gestion et audit d'une grande école, Bac plus 5, enfin, waouh. Je réalise pas mais en même temps, enfin, j'ai trop charbonné. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de revenir sur tout mon parcours scolaire. Donc depuis le lycée jusqu'à là maintenant, et ce que je fais et ce que je vais faire. J'espère que ça pourra vous donner des idées et surtout vous motiver. Je vais pas être en mode discours oui, tout est possible parce que c'est faux. Honnêtement, c'est faux. La méritocratie, non, ça n'existe pas. Vous allez devoir charbonner comme never et c'est même pas sûr que vous réussirez. Mais en tout cas, si ça peut au moins vous motiver, et je l'espère, restez ici. Du coup, j'ai eu mon bac, donc économique et social, spécialité mathématiques en 2015. Donc avant ça, dès la première, je savais pas trop ce que je ferais après le bac. Et c'est ma mère qui est venue me voir et me dire en fait, j'ai entendu parler de la classe préparatoire et il faudrait que tu essayes. Et pour moi, je pensais que la suite logique après le lycée, c'était juste l'université. J'avais jamais entendu parler de ça. Et je me dis, heureusement, entre guillemets, elle était assez informée sur les possibilités post-bac parce que pour moi, c'était en mode, je savais pas trop quoi faire après. Donc je suis allée sur Google, je me suis renseignée un peu, qu'est-ce que c'est les classes prépa et tout. Et là je vois, oui, il faut faire que travailler pendant 2 ans. Même en cours de sociaux, quand on voyait un peu les espèces de tableaux où ils montraient où est-ce que les fils de cadre ou fils d'ouvriers allaient après le bac. Et quand je voyais les classes préparatoires, il y avait genre 1% des fils d'employés, d'ouvriers, vraiment très faibles qui y allaient. C'était que des fils de cadre. Et du coup, je suis retournée voir ma mère, je lui ai dit... t'es mignonne, mais genre, non, c'est pas fait pour moi. Et heureusement, elle m'a motivée et elle m'a dit genre, non, tu peux le faire et tout, t'as les notes pour, parce que c'est vrai que j'étais très studieuse et tout, je savais que je voulais avoir mon bac, mais elle m'a fait comprendre que, ok, si des fils de cadre peuvent y arriver, tu peux essayer, et au pire des cas, ça marche pas et tant pis, t'essaieras autre chose. Mais elle m'a quand même super motivée, donc là j'ai commencé à me mettre une grosse déterre, à me dire, ok, je voudrais entrer dans une classe prépa, et si possible, une assez prestigieuse. Et donc là je me suis mise à travailler à fond. Après honnêtement je pense qu'il y a eu plein de biais qui m'ont aidée, rien que le fait que j'étais dans un lycée parisien qui était quand même très bien. Je pense que ça m'a aidé aussi à intégrer une très bonne prépa parisienne. Après le bac que j'ai obtenu, mention bien, ça j'étais très contente. J'ai intégré du coup la classe préparatoire, donc pendant 2 ans. Honnêtement je m'attendais à pire. Parce que j'avais eu tellement d'échos en mode oui la prépa c'est la compétition, les gens sont méchants, tout le monde veut être premier au concours et tout. Je suis entrée en classe prépa, je crois que je savais même pas c'était quoi HEC, je m'en foutais un peu. Et en fait c'est une fois dedans, une fois dans le moule que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à tout ce qui est concours, école de commerce, qu'est-ce que je voulais faire un peu après la classe prépa. Et du coup, c'est vrai que pendant 2 ans, j'ai énormément travaillé, mais il y avait quand même une très bonne ambiance. Moi, je me suis fait des amis en or, en prépa, il y avait 0 compétition, c'était plutôt entraide et tout, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trop aimé au sein de ma prépa. Et puis même, de passer de mon lycée à cette prépa qui était, on va dire, un peu plus prestigieuse et dans des très beaux quartiers de Paris, rien que là, mon environnement, il a déjà commencé à changer. Et je me suis dit, ça me poussait toujours plus à faire mieux. Si je me donnais les moyens, je pourrais atteindre, je l'espère, un jour ce niveau-là. Et du coup, j'ai rencontré vraiment des personnes trop sympathiques qui étaient hyper bienveillantes avec moi. On s'est entraîné pendant 2 ans, 0 compétition. Et ça, c'est vraiment... Heureusement, j'ai eu beaucoup de chance. Donc après la classe prépa, j'ai fait mes 2 années. Et au moment des concours, j'étais hyper déçue de mes résultats, honnêtement. Et en fait, en prenant du recul, je sais même pas pourquoi j'étais déçue, parce que vu de mes notes au concours blanc, je savais que j'aurais plus ou moins cette école. Donc j'étais surprise, mais j'ai fait semblant d'être surprise. Au moment de passer les oraux, je me suis dit bon, ça va, ça a l'air d'aller et tout, ça a l'air sympa dans cette école. L'idée de redoubler, donc QB redoubler sa dernière année, elle m'a vaguement effleuré l'esprit. Et après rapidement, je me suis dit
refaire une troisième année, refaire les concours et tout, non, non, pas pour moi. Là, j'avais juste besoin de souffler, de me détendre et on nous avait trop vendu du rêve en mode genre ouais, 2 ans de prépa, tu charbonnes de ouf et après tu vas à l'école et l'école c'est détente pendant ouais, 3 ans et quelques. Donc j'ai passé mes oraux. Et donc j'ai été acceptée dans une école où franchement ouais, mes oraux c'était super bien passé. J'ai choisi une école et donc là, entre la prépa et l'école, il y a ce moment où il faut trouver un moyen pour financer l'école. Donc là en fait moi on m'avait grave vendu le truc en mode oui la classe préparatoire c'est la porte ouverte à tout, on sait que travaille bien donc t'auras aucun mal à obtenir ton prêt étudiant. En fait, genre, toutes ces étapes là, scolaires dans ma vie, elles m'ont juste rappelé qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. J'arrive dans ma banque, genre toute contente, oui, je sors de prépa, j'ai intégré telle école que je vais faire pendant 3 ans et cette école coûte tant, du coup il me faudrait un prêt étudiant de temps. Donc elle me dit ok c'est sympa mais du coup montre-moi la fiche de paie de tes parents, les relevés, enfin le truc d'imposition et tout. Bah je me dis ok mais tranquille, dans tous les cas ils vont me passer parce que je fais partie de l'élite et j'entre en école de commerce et que dans tous les cas on sait qu'à la sortie d'une école de commerce tu vas être riche comme ils le disent en fait dans toutes les plaquettes d'école de commerce que oui à la sortie au bout de 3 mois les élèves ils gagnent plus de 40K € et tout. Donc moi dans ma tête c'était vas-y je l'aurai ce prêt et là premier refus, parents non solvables. Donc j'étais là ok. Et je me suis retrouvée en fait à faire le tour des banques pendant tout l'été parce que mes parents n'étaient pas solvables et que j'étais en fait à 2 doigts de ne pas pouvoir intégrer l'école de commerce parce que ok j'avais charbonné pendant 2 ans et ok la classe prépa c'est l'élite et tout et tout et tout mais en fait si t'as pas les moyens de financer ton école tu vas pas en école et ça c'était la première grosse désillusion que j'ai eue et je pense que je ferai une vidéo à ce sujet vraiment sur tout le prêt étudiant où je vous raconterai un peu en détail tout ça. Mais première gifle en mode la méritocratie, zéro. Finalement, je réussis à avoir mon prêt étudiant peut-être 2 semaines avant la rentrée et donc à payer la première année. Je fais 1 an et demi donc en école de commerce sur le campus. Donc honnêtement, c'est vrai ce qu'ils disent. Après 2 ans de classe préparatoire, l'école de commerce c'est les vacances. Surtout les premières années où il y a tout ce qui est liste, soirée, enfin tous ces trucs d'école de commerce quoi, la vie étudiante à fond et moi je voulais clairement le vivre. J'avais passé 2 ans à Paris, je me suis dit c'est l'occasion pour moi de faire autre chose, de découvrir autre chose. Après j'essayais quand même de travailler au partiel parce que je me disais ça serait idiot en fait de n'avoir jamais redoublé jusqu'ici et de redoubler en fait en école de commerce sachant que je paye en fait. Donc non j'en veux pour mon argent donc je bossais quand il fallait bosser mais à côté je faisais quand même bien la fête. Et après ça, au bout d'1 an et demi, il y a l'année de césure. J'ai pris une année de césure. En soi, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même recommandé. Et surtout quand on sort de classe préparatoire où on n'a jamais eu d'expérience professionnelle, de stage concret en fait. Moi, j'avais travaillé tous les étés, mais j'avais jamais fait de stage vraiment dans un domaine que je voulais. Et donc là, j'ai eu mon premier stage donc dans un tout petit cabinet de conseil aux directions financières. Du coup, je faisais un peu le métier de DAF externalisé, mais je gérais en gros le contrôle de gestion de plusieurs petites entreprises. Et c'était super intéressant, c'était ma toute première expérience professionnelle et en finance en plus, donc c'était hyper formateur. Franchement, j'ai fait que de charbonner et ça m'a appris beaucoup de choses qui jusqu'à aujourd'hui me servent encore. Et jusqu'à aujourd'hui, en entretien, je tiens à parler de cette expérience parce que c'est celle qui m'a le plus formée au final. Et en fait, dans mon projet, je savais qu'à un moment ou un autre dans ma vie, pour mes études, j'irais au Canada. Je le savais parce que je l'avais décidé et que par tous les moyens, je voudrais aller au Canada. Donc, sachant que j'avais commencé ma césure en janvier 2019, dès février 2019, je me suis mise une grosse déterre, j'ai commencé à chercher un stage au Canada et bah dès février, peut-être fin février, j'avais trouvé ma deuxième partie de césure pour le mois de juillet 2019. Toute ma première partie de césure s'est bien déroulée et donc en juillet je suis partie au Canada donc pour 5 mois de juillet à fin novembre et là j'étais dans une entreprise de tourisme donc c'était une agence réceptive de tourisme donc qui vend des tours opérateurs à des agences de tourisme. Moi j'ai fait toute la partie comptabilité donc il y avait une très grosse partie comptabilité, saisie
audit facture vraiment très répétitif. Et dans la seconde partie du stage, on a eu la partie plus contrôle de gestion et analyse en fait de la rentabilité, enfin des chiffres quoi. Parce que pendant que j'y étais, honnêtement, c'était très répétitif, c'était tout le temps pareil, ça devenait ennuyeux des fois. Mais en fait, en prenant du recul, je me suis dit c'était bien de voir l'avant et l'après. Enfin là, j'ai suivi tout le processus. Il y avait tout ce qu'on avait saisi, on pouvait l'analyser et ouais, ça donnait un peu plus de visibilité, un peu plus de perspective sur le métier et ça, c'était super intéressant. Après ça, donc, je suis rentrée en France un mois en décembre. Et janvier 2020, je dois aller en Chine pour passer 6 mois donc, sur le campus de mon école. Et malheureusement, janvier 2020, ça concorde avec le corona, enfin le début du corona. Mes camarades et moi qui étions en Chine à ce moment-là avons vécu la crise de l'intérieur du tout début et honnêtement, c'est trop dommage parce que je suis restée juste un mois au final en Chine et c'était trop bien. Moi j'ai trop aimé et honnêtement j'aimerais trop y retourner pour prendre ma revanche. Et après c'était toujours dans le contexte de l'école, donc là c'était le retour à l'école après 1 an de césure, ça faisait longtemps. Et moi j'avais beaucoup aimé mon année de césure, j'avais beaucoup aimé le monde du travail et tout. Et là en fait ça a vraiment commencé à me saouler de retourner à l'école, de me dire je dois rendre des devoirs, je dois faire des travaux de groupe, Là, je me suis dit, chiant. Fin janvier, il y avait le nouvel an chinois, donc tout était déjà fermé, on était en vacances. Et le truc, c'est qu'on devait reprendre les cours début février. Et là, en fait, on nous a fait comprendre que non, l'école serait fermée, cours en ligne, voilà, gros bourbier. Donc en fait, là, il y a eu un peu 3 teams. La team, on rentre en France, parce qu'ils étaient plus ou moins obligés et tout. La team, on reste en Chine. Sauf qu'ils allaient être confinés, etc., etc. Et la team, donc en fait souvent dans notre école, donc on a cours pendant 6 mois et on fait 1 mois de road trip. Donc ça c'est vers mai, le mois de mai. Et en fait il y avait la team, juste on décale ce road trip et on le fait au mois de février. Et ensuite en mars on verra. Tout en espérant qu'on n'ait pas de cours en ligne directement. Donc moi j'ai fait partie de cette team et donc c'est là que j'ai fait mon road trip en Asie. J'ai rejoint une amie en Thaïlande et c'était super bien. Et après ça, je suis partie au Vietnam et en Indonésie et cette partie, je l'ai fait seule. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à avoir ce délire de voyager seule, à l'aventure et c'était incroyable, honnêtement incroyable. Pendant 1 mois, j'étais là à parcourir l'Asie. Je rentre début mars en France. Et là, ils remettent en place, ils commencent à mettre en place les cours en ligne parce que ça leur a pris 1 mois pour mettre en place tout ça. Et 1 semaine après, confinement. Donc de mars jusqu'à juin, en fait, cours en ligne, confinement, voilà, on connaît. Hein. Et du coup j'ai eu toutes mes partiels, etc. J'ai validé. Et le truc donc c'est que je savais que pour l'année d'après, donc pour mon M2, je voulais faire mon M2 en alternance. J'avais été acceptée dans mon master, c'était top. Et donc ça je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo, ça va s'afficher quelque part là. Dans ma vidéo sur l'alternance, comment j'ai galéré pour trouver mon alternance parce que c'était pendant la période de confinement, etc. Les entreprises ne savaient pas trop quoi faire, comment gérer tout ça. Finalement, j'ai trouvé mon alternance et heureusement, l'alternance a pu régler les frais donc, de ma dernière année d'école et ça m'a fait un poids en moins. Et de là, donc, je suis pu rester à Paris parce que je me suis dit c'est bon, ça fait... On va dire pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait que de bouger, j'étais jamais chez moi. Honnêtement, mes parents roulent pas sur l'or, donc même pour eux, je sais que c'était vraiment un gouffre financier entre guillemets. Mais ma mère en tout cas l'a vu comme un investissement sur le long terme et je pense qu'elle a bien fait. Parce qu'il y aura, j'espère, le retour sur investissement. Donc ok, elle a beaucoup investi, à me payer certaines choses quand j'étais pas à la maison et moi derrière aussi, heureusement j'avais mon prêt étudiant, derrière j'essayais de bosser un peu, et aussi de pas être aussi trop ce gouffre financier pour mes parents. Et du coup le fait de trouver mon alternance pour moi c'était le saint graal parce que ça voulait dire que j'aurais quand même un minimum d'indépendance financière. Donc je touche mon salaire tous les mois. J'ai commencé mon alternance fin août 2020. Une alternance pour 1 an en même temps que je faisais mon master aussi où j'étais spécialisée donc en contrôle de gestion et audit.
Donc j'ai dû donc allier à la fois le travail et l'école. Honnêtement, je sais pas si c'est moi qui suis trop détente ou je sais pas quoi, mais je m'attendais vraiment à pire. Parce que on m'a souvent dit que oui, l'alternance ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'organisation. Faut à la fois gérer les cours, à la fois gérer les missions qu'on nous demande au travail. Ce qui est vrai, mais je pense que je sais pas si c'est grâce à ça, la prépa, tout ça, ou ça aussi, ça nous demande beaucoup d'organisation avec les DS le samedi, l'école dans la semaine, plein d'autres contrôles qu'on peut avoir, enfin tout le temps être là en train de travailler et du coup savoir s'organiser. Bah là, je savais ce que je devais faire et du coup, surtout le rythme d'alternance que j'avais, c'était à peu près une semaine à l'école et 2 semaines en entreprise. Et moi, j'aimais bien ce rythme parce que la semaine à l'école, on avait l'examen directement à la fin de la semaine. Et comme ça, en fait, j'avais pas juste un gros partiel à la fin du semestre. Et ça me débarrassait en fait déjà d'un mois de révision ou d'une semaine de révision. Donc j'ai pu faire les deux, j'ai pu me prendre des vacances. Donc là du coup je finis mon alternance, donc à la fin du mois, je suis diplômée, enfin. D'ici septembre prochain en fait j'ai trouvé du coup mon CDI. Donc je commencerai dans une nouvelle boîte, ça j'en parlerai un peu plus quand je serai dedans, là j'ai pas trop envie de m'étaler dessus. Voilà plus ou moins mon parcours avec ce que j'ai fait comme stage, ce que j'ai fait comme études et comme spécialisation. N'hésitez pas du coup si vous avez des questions. Je voulais faire un petit disclaimer que je trouve très important et que j'ai déjà plus ou moins parlé au début de la vidéo. Et c'était clairement pour vous dire que vous allez devoir travailler. Et là, je parle spécifiquement pour les personnes comme moi. Donc, que ce soit des femmes, que ce soit des noirs ou que ce soit des femmes noires, on nous a toujours dit qu'on va devoir travailler 2 fois plus pour avoir le même niveau que les autres. C'est vrai. Honnêtement, c'est vrai. Je pense qu'il faut aussi essayer de trouver un équilibre entre ok, je charbonne de ouf, mais il faut quand même que j'accorde du temps à moi, à ma personne et à ma santé mentale. On n'est pas surhumain, on n'est pas des robots. Il y a des moments où on peut être hyper down. Et ce qui compte, c'est juste de savoir s'entourer des bonnes personnes, les personnes qui sauront nous remotiver, être là pour nous. Parce que honnêtement, ça peut être difficile des fois d'être là, ok, je me sens trop mal, j'ai besoin de demander de l'aide et tout. Surtout nous en tant que femmes noires où on a grave ce truc, ouais, you have to be a strong black woman, etc., etc. Non, c'est pas une honte de demander de l'aide et franchement, faites-le. Quand vous en avez besoin, faites-le parce que non seulement il y a ce poids de oui, vous devez travailler 2 fois plus pour avoir la même chose que les autres, mais les autres aussi vont vous faire ressentir que vous n'avez pas votre place ici. Ça, très clairement. Et soit ça sera sous le truc de oui, en blague, etc. alors que vous n'êtes même pas amis avec eux. Soit ça sera clairement frontalement et je vous le souhaite clairement pas. Mais vous devez juste rester focus sur vos objectifs et ne pas oublier pourquoi vous êtes là et ça payera, on l'espère. Vous aurez charbonné, mais le jour où vous aurez réussi, vous le direz, vous le crierez sur tous les toits que vous l'avez fait et je vous le souhaite énormément. Donc, ça c'était le petit disclaimer que je tenais, vraiment ça me tenait à cœur de faire. Et à part ça, j'espère honnêtement que ça pourra vous aider, que mon parcours aura pu vous motiver, vous inspirer, que même si vous n'en êtes pas là, même si vous avez un parcours totalement différent, l'essentiel c'est que vous vous épanouissez dans ce que vous faites, que vous aimiez ce que vous faites, que vous soyez entouré des bonnes personnes qui vous supportent, qui vous motivent et qui sont là pour vous quand ça va pas. Et du coup, je vous souhaite de réussir du coup dans vos études, surtout que là, septembre prochain, vous serez sûrement dans une classe supérieure. Et donc, restez accrochés, restez motivés. Ça sera pas simple, certes, mais à la fin, en fait, quand vous allez regarder tout ce que vous avez parcouru pour en arriver là, vous allez être tellement fiers de vous que, en fait, ça en vaudra clairement la peine. Et bien entendu, hein, c'est dommage de devoir charbonner 2 fois plus pour prouver toujours plus que on a notre place ici, mais c'est juste,
la seule chose qui nous reste à faire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la partager un max autour de vous, à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Ça me fait super plaisir de retourner devant la caméra. J'espère que vous aussi. On se dit à très vite. Bisous. Et la représentation compte.